Imagine un instant le scénario suivant. Tu as un auteur qui passe des mois à écrire un ouvrage hyper rigoureux sur la productivité, le fonctionnement du cerveau, l'optimisation du temps. Ouais, un truc très sérieux, quoi. Exactement. Et là, pour prouver l'une de ses théories neurologiques principales, il décide délibérément de boire de la vodka juste avant de réécrire l'une des sections les plus complexes de son manuscrit. Ah oui, l'anecdote de la vodka, ça semble complètement absurde. Genre, la pire idée pour être productif. C'est clair, ça paraît totalement contre-productif. Et pourtant, d'après les recherches qu'on analyse aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça a marché. Et le plus fascinant dans cette histoire, c'est que l'expérience a non seulement fonctionné, mais elle a parfaitement illustré une mécanique cognitive qu'on exploite vraiment très mal au quotidien. Bon, décortiquons tout ça. Au fil de nos récentes explorations, on a bien analysé d'un côté l'hyperconcentration, tu sais, cette capacité à s'enfermer dans une bulle de travail intense. Et de l'autre, la dispersion mentale. Oui, le vagabondage intentionnel quand on laisse l'esprit faire ce qu'il veut. Voilà, les fondations sont posées. Et la mission de notre discussion aujourd'hui, en creusant la suite de ces travaux, c'est de comprendre l'étape ultime, la fusion de ces deux modes. Parce que c'est là qu'est la véritable alchimie. C'est ça. Comment l'alternance stratégique entre une focalisation extrême et un relâchement total permet de pirater littéralement notre niveau d'énergie. C'est la suite logique, mais c'est précisément là que la majorité des méthodes d'organisation s'effondrent en fait. Souvent, on imagine l'attention comme une simple ligne droite, un curseur. On est complètement distrait et inutile. Voilà, alors que l'idée forte ici, c'est de démontrer que ces deux états, bien qu'ils soient biologiquement impossibles à maintenir en même temps, ils ne s'annulent pas du tout. Ils se nourrissent l'un l'autre d'une façon très mécanique. Mais du coup, comment ça marche concrètement dans le cerveau? S'il ne s'annule pas, il y a forcément un relais qui se fait à un moment donné? Pense à l'hyperconcentration comme à la phase de réception d'un immense entrepôt logistique. Ton cerveau collecte, il absorbe et il encode de nouvelles données brutes. Donc il agit comme un scanner ultra puissant. C'est ça, il va graver des points d'information ultra précis dans ta mémoire de travail. Mais une fois que l'entrepôt est bourré de boîtes, il faut bien les organiser. Et c'est là que la dispersion entre en jeu. Exactement. Quand on passe intentionnellement en mode de dispersion mentale, le cerveau change totalement de fonction. Il ferme les portes de la réception, il arrête de faire entrer des données externes, il commence à ranger. Ah, donc il connecte les fameux points d'information accumulés. Il crée des chemins neuronaux inédits entre des trucs qui n'avaient apparemment aucun lien. D'un côté, tu nourris la base de données, de l'autre, tu construis l'architecture qui donne du sens à tout ça. J'adore, c'est une image très parlante. Moi j'aime bien comparer ça à un processus respiratoire en fait. Ah ouais, l'inspiration et l'expiration. C'est ça, l'hyperconcentration c'est l'inspiration, on prend la matière complexe, et la dispersion c'est l'expiration, on laisse la matière circuler et s'organiser à l'intérieur. Complètement. On ne peut pas juste décider d'inspirer sans arrêt, sinon on finit par suffoquer sous le volume d'infos. Et ce qui est fascinant ici, si on garde ta métaphore, c'est l'effet cumulatif. L'hyperconcentration va permettre de mémoriser les choses de façon hyper robuste. Donc la matière première est de bien meilleure qualité. Voilà. Et du coup, la phase de dispersion mentale qui suit aura de bien meilleurs matériaux pour générer des idées de génie. Les bénéfices se cumulent vraiment. Et en plus, la dispersion, c'est une vraie purge cognitive. Ça permet de récupérer l'énergie mentale qu'on a cramée pendant la concentration, quoi. C'est exactement ça. Alors attends, il y a un truc qui m'échappe là. Si le cerveau a besoin de cette dispersion pour récupérer, qu'est-ce qui se passe quand le réservoir est complètement à sec? Instinctivement, un cerveau fatigué, c'est juste inutile pour bosser, non? C'est hyper logique de penser ça, mais c'est là qu'on tombe sur ce que l'analyste appelle le paradoxe de la fatigue. Le paradoxe de la fatigue? Ouais, faut s'intéresser au cortex préfrontal pour piger le truc. Quand ton énergie est au max, le matin par exemple, cette zone agit comme un videur de boîte de nuit ultra strict. Ah oui, le fameux videur. Il garde des barrières de filtrage super hautes. Il bloque sans pitié les pensées parasites, les idées farfelues, pour que tu restes vissé sur ta tâche analytique. Et quand la fatigue s'installe, disons, en plein milieu de l'après-midi, le videur commence à s'endormir sur sa chaise. C'est exactement le mécanisme. Le niveau d'énergie chute, les barrières s'effondrent, ton cerveau devient subitement beaucoup moins inhibé. Donc il laisse entrer n'importe quoi. Le videur laisse passer des idées tangentielles, aléatoires, parfois absurdes. Et c'est là que les données deviennent folles. Il est prouvé que l'esprit résout 27,3% de problèmes complexes en plus aux heures où l'énergie est au plus bas. Dire qu'il faut garder les problèmes complexes pour 15 heures, au moment précis où tu luttes pour garder les yeux ouverts sur ton clavier, c'est pas la recette parfaite pour le burn-out.
C'est pas un peu de la productivité toxique déguisée? Alors, la distinction à faire ici est vitale. Ça dépend de ce qu'on appelle un problème complexe. Si c'est du travail purement analytique, genre trouver une virgule manquante dans 1000 lignes de code ou équilibrer un bilan comptable, oui, le faire en étant épuisé, c'est du suicide. Parce que là, le vigile cérébral doit être parfaitement éveillé pour checker chaque détail. Complètement. Par contre, si la résolution du problème exige une solution vraiment novatrice, une idée de génie ou un brainstorming stratégique, l'absence du vigile devient ton meilleur atout. Ah, je vois. Un cerveau analytique bien reposé aurait direct recalé une idée un peu bizarre. Exactement, en la jugeant trop illogique. Alors que le cerveau fatigué, lui, regarde cette idée saugrenue et se dit pourquoi pas essayer. Ok, donc c'est un renversement total de perspective. Le gros coup de barre de l'après-midi qu'on déteste tous, c'est pas un échec, c'est notre pic de créativité. C'est le moment idéal pour associer des idées. Faut juste arrêter de s'acharner sur des tableurs Excel à ce moment-là et plutôt caler des réunions d'idéation. C'est l'essence même de travailler avec son rythme biologique au lieu de nager à contre-courant. Gérer son énergie plutôt que son temps. Et d'ailleurs, ça nous ramène en ligne droite à l'anecdote de la vodka du début, non? Tout à fait. C'est l'illustration chimique parfaite de ce phénomène d'inhibition. Boire un peu d'alcool, ça déprime volontairement le système nerveux. Ça assomme artificiellement le cortex préfrontal. Donc ça vire le videur. Voilà. L'auteur a utilisé ça pour laisser ses pensées s'éparpiller sans restriction, pour débloquer un truc créatif qu'il n'arrivait pas à trouver à jeun. Ce qui est super amusant, c'est qu'à l'opposé de ça, on a le café. C'est marrant parce que le café, c'est le stéroïde absolu du videur cérébral. Ah oui, c'est l'inverse total. Une bonne dose de caféine, ça resserre direct ton attention et ça bloque agressivement tout ce qui pourrait te distraire d'une tâche logique. Cela soulève une question importante d'ailleurs. Les sources montrent bien que l'outil principal qui dicte nos modes cognitifs, c'est pas juste ce qu'on boit, c'est carrément notre environnement de travail. L'environnement physique, oui, genre les fameux open space. Exactement. L'open space, tout le monde le critique aujourd'hui. On sait que c'est ultra bruyant, que les interruptions sont permanentes, que ton attention est fracturée toutes les 2 minutes. Non mais c'est clair, quiconque a déjà essayé d'écrire un truc stratégique au milieu d'un plateau ouvert avec les téléphones et les collègues qui racontent leur week-end, sait que c'est une torture psychologique. Une vraie torture, ouais. Moi, je compare ça à développer des photos argentiques dans une chambre noire, mais t'as quelqu'un qui s'amuse à allumer la lumière toutes les 3 minutes. La pellicule est crame à direct. La chambre noire, c'est la métaphore parfaite. Si tu cherches l'hyperconcentration là-dedans, c'est destruction garantie. Ouais. Et c'est là que c'est fort si on regarde l'open space sous l'angle exclusif de la dispersion et de la connexion d'idées, bah sa fonction s'inverse. Ça devient un outil redoutable. Attends, l'open space devient redoutable. Oui, pour l'idéation. C'est une machine à créer de la sérendipité, à provoquer des rencontres entre des gens qui se parleraient jamais sinon. Ça fait rebondir les concepts. Donc l'idée, c'est pas de dire qu'on se plaignait pour rien des open space, c'est juste de réaliser qu'on nous demande d'y faire un travail pour lequel l'endroit n'a jamais été conçu. Exiger 8 heures de pure analyse dans un bureau ouvert, c'est juste absurde. Précisément. Le truc, c'est d'adapter l'outil ou le bureau au mode cognitif que tu vises. Le travail de rigueur, ça demande des bureaux fermés ou du télétravail. Et l'open space, ça devrait être réservé à la collaboration et la créativité. Ok, la théorie est lumineuse. On comprend la fatigue, les stimulants, l'environnement. Mais dans la vraie vie, au quotidien, comment on orchestre sérieusement cette alternance, sans que ça devienne une usine à gaz? C'est le vrai risque, de passer plus de temps à gérer son attention qu'à bosser. Grave. Du coup, les documents recommandent un truc très épuré, le rituel hebdomadaire. Tu te poses le dimanche soir ou le lundi matin très tôt et tu définis 3 objectifs pour toute ta semaine. Juste 3. Ah, 3 objectifs, et pas la fameuse to-do list de 40 lignes qui donne des sueurs froides directes. Exactement, parce qu'une liste infinie, ça te met en mode panique réactif. Tu n'es plus du tout dans l'intention. C'est vrai. Une fois tes 3 objectifs posés, tu évalues grossièrement le ratio de temps qu'il te faut entre concentration et dispersion. Donc par exemple, si je dois coder ou écrire un essai, je prévois peut-être 80% de concentration solitaire. C'est ça. Et si ton but, c'est de lancer un nouveau concept, ta semaine devrait inclure beaucoup plus d'échanges et de moments de relâchement pour trouver les idées. Mais comment on gère si on s'est trompé sur le ratio? Et surtout, planifier de la dispersion, c'est pas juste l'excuse parfaite pour scroller des vidéos pendant 3 heures. Alors l'erreur de ratio au début, c'est normal, ça s'ajuste avec l'habitude. Mais sur la dispersion, faut être hyper rigoureux. S'échouer devant un écran, ça consomme de l'attention. C'est pas de la vraie dispersion. Ouais, ça fatigue le cerveau pour rien.
Il faut planifier des activités à très faible charge cognitive, genre aller marcher 45 minutes sans téléphone, faire une tâche manuelle ou juste s'allonger avec un carnet vierge. C'est presque un travail de pré-production de sa propre semaine, en fait. Totalement. Et pour garder le cap une fois dans le rush de la journée, je me rappelle de cette astuce brillante qu'on a vue avant, l'alarme horaire. Oui, l'alarme horaire est géniale pour ça. Tu la mets toutes les heures et quand elle sonne, tu fais une micro-pause et tu te demandes juste qu'est-ce qui occupe mon espace mental là, tout de suite. Si l'on relie cela à une perspective plus large, l'alarme et le rituel hebdomadaire, ce sont juste des petites roues de vélo. Le vrai but de tout cet apprentissage, c'est la prise de conscience, la métaconscience même. Quitter le fameux pilote automatique, quoi. Exactement. Devenir agile intérieurement et savoir instinctivement se dire « là, je suis bloqué depuis une heure, mon videur cérébral est HS, faut que je change de pièce et que je passe en dispersion ». Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que si on prend un peu de recul, pourquoi faire tout cet effort? Le but ultime, c'est pas de devenir une machine froide, capable de pondre 10 dossiers de plus par mois. Non, au contraire. L'objectif profond de cette gestion délibérée, c'est de réduire drastiquement la friction psychologique au quotidien. C'est-à-dire, Eh bien, quand tu arrêtes de lutter aveuglement contre ton propre rythme biologique, tu es beaucoup moins épuisé. Tu te sens moins coupable de te reposer, parce que tu sais que c'est biologiquement nécessaire pour ta créativité. on vit juste de manière plus intentionnelle. On remarque enfin ce qui se passe autour de nous, au lieu d'être happé par l'urgence suivante. C'est ça. Et ça va même plus loin quand on regarde le monde actuel. Oui, l'économie de l'attention. On vit dans un système dont le seul modèle de croissance est de capturer, retenir et monétiser le moindre fragment de notre attention. Les algos, les interfaces, tout est conçu pour nous garder en pilote automatique. Donc, reprendre la maîtrise de ses propres modes cognitifs, savoir s'enfermer pour se concentrer, puis ouvrir son esprit par choix. C'est clairement le plus grand acte de rébellion pacifique aujourd'hui. C'est protéger son bien-être et sa liberté de création face à une machine qui veut nous voler notre temps de cerveau disponible. Choisir délibérément à quoi on accorde son attention et avec quelle intensité on le fait, c'est en fin de compte choisir la forme que prendra sa propre réalité, et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.